C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Nous sommes très fiers, honorés d'être avec Simon Varenne et puis Paul Lederf qui n'est pas là, ici pour vous présenter les résultats d'un travail empirique sur l'usage de la force par la police. Alors, ça fonctionne en deux temps. D'abord, je parle et ensuite Simon dira des choses importantes. Le point de départ, c'est un usage particulier de la force mortelle, les tirs qui sont effectués par les policiers contre des véhicules en mouvement ou à l'arrêt. Et il y a eu en 2022 un nombre sans précédent de ces tirs, une douzaine dans l'année, alors qu'en France, on avait en général à peu près un tir mortel par année. Donc on a eu une multiplication très importante de ces tirs et cette polémique ou ce débat sur l'usage mortel de la force par la police dans un pays démocratique et le contrôle de cet usage a été relancé évidemment par l'affaire Nahel Mesrouk en 2023, le jeune homme qui a été tué à bout portant. Si on était dans un pays d'Amérique latine, on aurait parlé d'exécution extrajudiciaire, mais nous ne sommes pas en Amérique latine. Alors, une des hypothèses qui traversait la tête d'un certain nombre d'analystes, c'est que peut-être la réglementation, la loi qui encadre le travail des policiers et l'usage des armes, bien que cette loi pouvait être à l'origine de l'augmentation significative, en tout cas importante, de ces tirs mortels. Et cette hypothèse-là a été rejetée par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui était un ministre socialiste du gouvernement pendant le mandat de François Hollande, et puis par certains de ses successeurs, sinon tous, notamment M. Darmanin, mais aussi rejeté par l'Inspection générale de la police nationale, l'IGPN, c'est l'organe interne de contrôle de la police. Tous ont dit non, c'est pas possible que cette loi soit à l'origine de cette multiplication des tirs mortels. Et il y a eu une mission d'information de l'Assemblée nationale qui a eu l'occasion de connaître nos travaux et qui ont dit que ces travaux n'étaient pas de nature à les faire changer d'avis. Et donc, ils ont dit qu'on ne pouvait pas affirmer que cette loi avait modifié l'usage des armes. Voilà, ça c'est le point de départ. Et il y a deux raisons pour lesquelles cette recherche est très importante, et on vous encourage évidemment à la lire dans le journal international de droit et d'économie. Le premier, c'est que la loi vise à chercher un équilibre entre le droit à la vie, qui est un des droits fondamentaux garantis par différentes grandes chartes qui ont valeur de principe dans l'Union européenne. Donc, il y a la protection de la vie, et puis il y a le droit des policiers d'utiliser la violence, même mortelle, pour protéger la vie, la leur et celle des autres. Et donc, il y a un équilibre qui est à rechercher. Et donc, nous, on s'est posé la question de savoir s'il n'y avait pas dans la loi un élément de déséquilibre qui était introduit. Donc ça, c'est première grande question de gouvernance et de morale. Et puis la deuxième question, c'est celle de l'autonomie de l'administration. Donc la police est réputée être une organisation qu'on appelle, qui a un usage discrétionnaire de la force. Discrétionnaire, ça veut dire que c'est les agents qui décident. Avant tout, c'est des agents dans des situations qui subjectivement évaluent le besoin d'utiliser leurs armes. Bon. Est-ce que c'est vrai ou bien en réalité, est-ce que l'usage des armes par les policiers, il n'est pas déterminé, notamment par le cadre légal et réglementaire. Donc ça, c'est une question, on va dire, de sciences politiques, de sociologie de l'administration, qui est une question très ancienne, qu'on peut un petit peu documenter. Alors, je vais expliquer en quelques mots le cadre légal. Bon, c'est assez complexe, le cadre légal et réglementaire. Ce qu'a fait la loi de 2017, c'est qu'elle a dit aux policiers, eh bien, vous pouvez utiliser vos armes dans un cas qui ne relève pas strictement parlant de la légitime défense. La légitime défense, qu'est-ce que c'est? Les Anglais ont une expression meilleure
pour expliquer ce que c'est, ils disent self-defense. C'est que chacun a le droit de défendre sa propre vie. Donc, est-ce que la loi va au-delà de la défense de sa propre vie en introduisant cette petite phrase, si les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à la vie des policiers ou du public, à ce moment-là, les policiers ont le droit de tirer. Donc, ce qui a été fait, c'est que dans la législation, on a introduit ce petit mot, si les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite. Ça veut dire si plus tard, une fois qu'ils ne seraient plus une menace immédiate, ils pourraient quand même être dangereux. Et donc on a dit aux policiers, il faut que vous tiriez si plus tard, alors que vous ne savez pas ce que les gens vont faire, vous pensez qu'ils pourraient être dangereux. Et c'est évidemment une condition qui est extrêmement indécidable. Et la loi a dit, c'est ça maintenant le nouveau cadre réglementaire. Donc il y a eu un relâchement des règles de la légitime défense qui disait la légitime défense, vous devez vous défendre immédiatement au moment où vous êtes attaqué, pas plus tard, immédiatement au moment où vous êtes attaqué. Et donc la loi, au niveau européen, il y a un certain nombre de principes qui sont fixés dans toutes les polices européennes. Et puis la loi en Europe était différente pour la police et la gendarmerie. Et la police avait un usage plus restrictif des armes. C'était uniquement en cas de légitime défense que les policiers pouvaient tirer. Alors que les gendarmes qui ont un statut militaire, eux, ils pouvaient tirer dans un certain nombre d'autres circonstances s'il y avait sommation. Ils disaient arrêtez-vous, nous allons tirer, puis ils pouvaient tirer. Et donc les syndicats de police ont demandé à pouvoir tirer comme les gendarmes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, il y a un relâchement du caractère strict qui est fixé à l'usage des armes par la police. Et ce relâchement-là, il a été inscrit dans la loi et il a été ensuite traduit dans des circulaires d'application. Il a été traduit du côté de la police, tandis que du côté de la gendarmerie en interne, même si la loi est la même pour la police et la gendarmerie en interne, elle a maintenu l'idée d'un contrôle strict des armes sous les conditions de proportionnalité et de nécessité, c'est-à-dire sous les conditions fixées par les règles du Conseil de l'Europe et la jurisprudence du Conseil de l'Europe. Donc finalement, la police, elle a dit « cette loi nous autorise à tirer plus » et les gendarmes, ils ont dit « cette loi ne nous autorise pas à tirer plus ». Donc il y a eu deux interprétations divergentes autour d'une loi qui a ouvert cette porte. Donc voilà à quoi on s'attendait empiriquement. On s'attendait à ce qu'il y ait en France une différence entre la police et la gendarmerie avec des tirs sur les véhicules en mouvement qui allaient augmenter pour la police parce que la loi avait changé et qu'elle avait relâché les règles, alors que ce n'était pas le cas pour la gendarmerie, mais on ne s'attendait pas à ce que pour les autres tirs policiers, pour lesquels il n'y avait pas eu d'élargissement des conditions de tir, il y ait eu une élévation de la fréquence des tirs. Et surtout, on pensait que dans les autres pays de l'UE, on ne devrait pas voir, au moment de la loi, de modification de l'usage des armes, puisque les principes européens de proportionnalité et de nécessité allaient continuer de s'appliquer comme avant. Donc, à partir de ce moment-là, on était prêt à tester ces hypothèses à partir de données empiriques. Donc voilà, donc comme Sébastien l'a expliqué, donc on s'attendait à certains changements qui étaient différents pour la police, pour la gendarmerie, pour d'autres forces européennes et qui étaient différents aussi selon le type de tir. Et donc en fait, ça fournissait ce qu'on peut appeler, même si on parle de choses dramatiques, on peut parler ici d'une expérience naturelle, dans le sens où on avait effectivement un groupe qui était traité et un groupe contrôle. Donc la police nationale, et en l'occurrence le groupe qui a été vraiment traité, il y a eu un vrai changement légal pour ce groupe, alors que la gendarmerie, il n'y a pas eu vraiment de changement légal. Et également, les autres forces de police européennes, il n'y avait pas de changement légal ni dans la loi, ni dans les circulaires. Et de même, on a un groupe traité en ce qui concerne les tirs contre les véhicules en mouvement et un groupe contrôle pour ce qui est des autres tirs. Et donc, ce qu'on a employé, c'est ce qu'on appelle une méthode de différence dans la différence. On a voulu regarder l'évolution en fait, des tirs pour ces différents groupes en se disant, on va voir qu'il y a vraiment un effet causal, un effet cause à effet de la loi sur les tirs. Si on voit une évolution pour les tirs contre les véhicules en mouvement par la police qui n'est pas la même que les évolutions dans tous ces autres groupes. Donc, voilà ce qu'on a regardé. Pour les données, on s'est basé donc sur des données mensuelles où on dénombre le nombre de tirs policiers mortels. Donc à partir d'août 2011 jusqu'à septembre 2022. Donc on a vraiment on a 67 mois en fait, avant le changement légal qui est intervenu en fin février 2017, 67 mois ensuite.
Et ce qui va vraiment nous intéresser, donc, c'est le nombre de tirs par mois pour différentes forces de police et différents types de tirs. Comme je vous disais, on distingue les tirs contre les véhicules en mouvement et les tirs et les autres tirs, en fait. Et donc, pour ce qui est des sources, en France, ça s'est basé sur notamment le travail de Paul Lederf, lui qui a analysé de la presse locale et en lien avec Bastamag, qui a fait déjà tout un travail de répertoriage des tirs policiers mortels. En Allemagne, c'est un travail qui a été fait par des chercheurs, et en Belgique, c'est des chiffres fournis par l'équivalent de l'IGPN en Belgique. Donc, pour vous donner les résultats, d'abord un point de vue descriptif, ici vous voyez le décompte en fait des nombres de personnes tuées par les différentes forces de police, police, gendarmerie française, police allemande, police belge. Et ce que vous voyez en bleu, c'est les tirs, les autres tirs, et en rouge, vraiment les tirs contre les véhicules en mouvement. Et ce que vous voyez, le découpage, c'est le moment où il y a eu le changement légal qui est intervenu que pour la police française. Donc déjà, visuellement, on voit que, dans toutes les forces, en fait, à part là, les tirs contre les véhicules en mouvement sont très rares, en fait. En Allemagne, il n'y en a eu en fait qu'un seul sur notre période d'études, de tir qui a conduit à la mort de quelqu'un dans un véhicule en mouvement. Et on voit qu'en France, il y a eu une multiplication de ces tirs, donc particulièrement effectivement en 2022, mais en fait, dès le changement de loi, on voit qu'il y a effectivement un grand nombre de ce type de tirs. Donc en faisant des analyses statistiques, on se rend compte que effectivement c'est la seule force de police et le seul type de tir pour lequel après février 2017, on a une augmentation significative du nombre de tirs. Donc ça donne vraiment un fort indice du fait qu'on a un effet causal de la loi, parce que, comme je le répète, c'est le seul type de tir et la seule force de police qui a été affectée par ce changement de loi. Okay. Là, pour vous donner une image du changement, donc on était à 0,05 tirs policiers mortels sur les véhicules en mouvement avant la loi. On est passé à près de 0,4 par mois. Donc ça a rejoint en fait le niveau des autres tirs qui sont beaucoup plus communs, comme je le disais. Donc on pourrait se poser la question de est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui auraient pu expliquer ce changement qui serait intervenu en même temps que le changement de loi. Donc on a regardé par exemple la dangerosité de la société, le nombre d'homicides. Vous l'avez ici, l'évolution pour les zones police et pour les zones gendarmerie. Et on voit que dans l'ensemble, les deux évoluent assez conjointement et qu'il n'y a pas eu de grands changements. Donc ça peut pas expliquer notre phénomène, d'autant que ça devrait aussi et particulièrement toucher les tirs qui ne sont pas contre les véhicules en mouvement. L'autre grande question, c'est est-ce qu'il y a eu plus de refus d'obtempérer dangereux, et notamment dans les zones de la police. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'effectivement, au cours de la période d'étude, il y a eu une augmentation des refus d'obtempérer dangereux, mais qu'en fait, on a la même augmentation dans les zones police et dans les zones gendarmerie. Donc c'est pas ça qui peut expliquer que les tirs se mettent à augmenter très significativement uniquement pour la police. Sur les conclusions, donc ce que nous trouvons à partir de l'analyse statistique des tirs mortels mensualisés, c'est l'idée que la loi a introduit une rupture et qu'on peut mesurer statistiquement que cette rupture a eu un effet. Et même en contrôlant, ce que vient d'expliquer Simon, même en contrôlant un certain nombre de facteurs tiers qui sont les plus susceptibles de faire augmenter les tirs policiers. Bien. À tel point que cette loi a même fait augmenter le nombre total de tirs policiers, de tirs mortels policiers, les tirs contre les véhicules en mouvement se mettant à représenter une part plus importante. Le total des tirs s'est élevé sur la période, principalement en fonction de cette plus grande fréquence des tirs policiers mortels. Sur le mécanisme causal précis, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs niveaux de réglementation, donc ce n'est pas évident de savoir exactement quel niveau de la réglementation, si c'est le niveau de la réglementation interne, c'est-à-dire les instructions, c'est ce que le chef de la police envoie aux sous-chefs qui transmettent jusqu'aux hommes qui sont sur le terrain. Est-ce que c'est l'instruction elle-même? Est-ce que c'est la loi et l'interprétation qui a été faite de la loi, notamment par les syndicats de police?
Est-ce que c'est la publicité donnée à cette loi? Il y a eu énormément de débats publics qui précédaient le vote de la loi, qui ont succédé au vote de la loi, ce qui fait que les policiers ont beaucoup entendu parler de cette loi. Quel est le mécanisme précis qui fait que l'idée qu'ils avaient le droit de tirer a atteint, je dirais, les policiers, a modifié leur comportement? C'est difficile de le dire. Ce qui apparaît probable, c'est que la loi a ouvert une porte. Cette porte a donné lieu à 2 interprétations et que pour la police, l'interprétation a été un relâchement du contrôle des tirs. Et donc, c'est une combinaison de la loi et puis de l'instruction qui a été envoyée par le directeur général dès le 1er mars 2017. Ça reste par rapport à nos collègues américains. Nous, quand on fait l'étude des tirs mortels en Europe, on est sur des petites quantités de tirs. C'est ce que vous avez vu, les petites barrettes qu'avait présentées tout à l'heure Simon, c'est des petites quantités de tirs. Donc ça provoque du côté des Européens une certaine fragilité de nos résultats. Là où les Américains ont 1000 personnes qui sont tuées par la police chaque année, nous, on n'en a que quelques dizaines. Et donc, ça leur donne un avantage comparatif. Alors pour la société, c'est mauvais. Évidemment, vous avez plus de morts tués par la police aux États-Unis, mais pour les chercheurs, il nous manque de la puissance statistique, donc ça ouvre une discussion sur la validité de nos résultats. Et c'est ce qui a d'ailleurs été opposé par l'Assemblée nationale. Nous, on leur a dit, mais oui, mais il y a quand même un risque que nos résultats soient vrais, mais ils ont considéré que c'était un risque qui n'était pas suffisamment sérieux. Et enfin, là où je pense que nos résultats sont cohérents avec la littérature internationale, qui est essentiellement américaine. Aux États-Unis, les policiers tirent tellement qu'un certain nombre de départements de police ont mis en place des règlements internes, donc des instructions qui visent à réduire l'usage des tirs. Donc ce n'est pas la loi, c'est la codification interne qui réduit l'usage des tirs. Et quand les services de police ont réduit l'usage des tirs par la voie des circulaires, ils ont fait baisser l'usage des tirs. Et nous, on a exactement le résultat symétrique. Quand on augmente la possibilité de tirer par l'usage des circulaires, on augmente en réalité et en pratique la fréquence des tirs. Merci pour votre attention.